Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce énième numéro de votre magazine À vous de convaincre. À vous de convaincre, ce numéro nous ramène aujourd'hui du côté de la Tunisie. Et pour en parler, je reçois à ma gauche Maître Docteur Benjeloum Omar. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes avocat au barreau de Marseille et merci d'avoir répondu présent à cette invitation, donc avocat docteur en droit international du développement. Merci à vous. Merci d'être là. Et Kara Souli, que je ne présente plus. Kara, bonjour. Oui, bonjour Roca. Donc vous êtes éditorialiste de cette émission, À vous de convaincre. Mais bien avant, rentrons dans le vif du sujet avec vous. Oui, tout à fait. Donc, on va parler aujourd'hui de la Tunisie. Donc, la Tunisie, c'est un tout petit pays du Maghreb. La superficie, 163 610 km². Une population d'environ un peu plus de 12 millions d'habitants. Et l'ancien président, le père de l'indépendance d'abord de la Tunisie, et le président Bourguiba, et ensuite qui a été renversé par le président Ben Ali le 7 novembre 1987. Et lui, à son tour, a été chassé du pouvoir par la rue, le 14 janvier 2011. Et ensuite, il y a des élections démocratiques en Tunisie pour la première fois, qui a donné le pouvoir au président actuel qui s'appelle Kais Saïed, et qui est arrivé au pouvoir le 23 octobre 2019. Mais Roca, figurez-vous, comme maître me le confirmera, la Tunisie, les Tunisiens qui attendaient une démocratie intégrale, malheureusement, se sont confrontés encore à une dictature, selon certains membres des organisations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Bien entendu, c'est l'objet de notre débat, mais bien avant cela, avant de donner la parole à notre invité, je vais demander à nos téléspectateurs d'aller avec nous sur le terrain. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Femra Maki et je vous parle depuis Tunis. Pour cette édition exceptionnelle sur la liberté d'expression en Tunisie, je suis accompagné par Willis et ses dessins mêlant satire et humour noir. Aujourd'hui, 6 ans après la Révolution, la Tunisie est dotée d'un cadre juridique garantissant la liberté d'expression. C'est l'un des rares acquis du soulèvement populaire. Cependant, la tendance conservatrice a toujours cherché à imposer des limites, invoquant l'ordre public, la moralité, la religion, la lutte antiterroriste ou l'union nationale. La liberté d'expression se retrouve incessamment bridée par une pression sociale instrumentalisée par certaines forces politiques. Mais il y a souvent des « mais » quelque part. Dès 2011, le « mais » a été d'abord la religion, avec des attaques contre médias et artistes. Selon leurs détracteurs, ils ont porté atteinte au sacré, des contestations récupérées par Nahda, le parti islamiste arrivé au pouvoir fin 2011. Ensuite, police et armée ont tenté de tracer des lignes rouges les rendant intouchables face aux critiques acerbes des artistes contestataires. De 2012 à 2014, rappeurs, dessinateurs, journalistes et blogueurs sont devenus la cible d'harcèlement policier et judiciaire. Agressions et diverses bavures sont devenues le pain quotidien des grandes gueules. Suite aux élections de fin 2014, le consensus entre islamistes et leurs opposants nationalistes qui ont remporté le scrutin a renforcé le conservatisme et a gravement nui au pluralisme médiatique. Le retour de certaines figures de l'ancien régime, les mauves comme on dit en Tunisie, a assuré un climat propice à l'épanouissement de certains lobbies affairistes. Des responsables politiques comme Slim Riehi ont racheté des parts dans des chaînes de radio et des télévisions. Des patrons de médias comme Nabil Karoui de Nesma TV ont intégré les premiers rangs des partis politiques. Un conflit d'intérêts pourtant interdit par la loi. Aujourd'hui, la résistance à l'influence de ces cercles affairistes est toujours aussi déterminée malgré sa marginalisation par le courant dominant. 6 ans après la Révolution, la bataille continue. Nous revoilà sur le plateau. La régression des droits de l'homme et la remise en cause des libertés fondamentales en Tunisie. Ce reportage nous en dit un peu plus. Est-ce que vous avez une lecture particulière par rapport à cela? Un petit commentaire. Oui, tout à fait. Comme a dit l'éditorial, il y a effectivement une dérive contre-révolutionnaire en Tunisie qui effectivement met en difficulté les droits de l'homme et tout le capital
politique de la République tunisienne. Effectivement, il a été dit que c'est un territoire étroit, mais c'est une nation qui est grande par son destin. La Tunisie a toujours été à l'avant-garde, éventuellement, des différentes réformes. Elle a été à l'avant-garde sur les questions de laïcité, elle a été à l'avant-garde sur les questions d'éducation. Et puis, effectivement, en janvier 2011, elle a été à l'avant-garde des différents changements qu'ont connus la région du monde arabe. Malheureusement, il y a eu une réaction contre-révolutionnaire et aujourd'hui, le président Kais Saied, qui, malgré ses 72% qui ressembleraient à un plébiscite et malgré son honnêteté, hein, ce n'est pas un homme corrompu, mais nous voyons aujourd'hui qu'effectivement, il a cette tentation dictatoriale qui est là par d'abord des décrets présidentiels qui tournent la vis de la liberté d'expression, par des procès iniques qui ont touché des artistes, des intellectuels, et bien sûr la dernière ligne rouge qui a été franchie, c'est la descente milicienne au sein de la maison des avocats pour incarcérer une jeune avocate et par la suite d'autres avocats et même un ancien bâtonnier de Tunisie qui aujourd'hui pourrait éventuellement demander l'asile politique ici en France. Donc là, il y a réellement une dérive totalitariste que nous sommes en train de vivre en Tunisie. Alors, M. Karasouli a dit que M. Kais Saied a été élu d'une manière démocratique. Comment peut-on assister à de telles actions venant d'un démocrate, soi-disant? Alors, justement, toute la question de la légitimité. Donc là, nous sommes dans la question de la légitimité politique. Effectivement, nous voyons depuis un moment une tendance au dépassement des partis politiques. Et donc là, nous avons un prof de droit constitutionnel qui a dépassé, qui a transcendé la situation partisane en Tunisie et il s'est imposé par l'urne à 72%. Donc nous n'avons pas eu quelque part sa trajectoire politique ou partisane pour éventuellement évaluer, ou bien qu'il soit soumis à un contrôle ou à un garde-fou institutionnel de la part de son parti. Donc là, effectivement, il est en roue libre. Ça, c'est le premier scénario. Le second scénario, c'est que lui-même soit peut-être otage d'un système sécuritaire en Tunisie et qu'il en est que le porte-parole. Mais vu éventuellement le leitmotiv psychologique qui l'anime, surtout dans les dernières apparitions suite à la condamnation pour dopage de la Fédération de natation, nous voyons qu'il y a une psychologie extrêmement névrotique qui peut-être le place justement aux commandes de cette dérive sécuritaire et non pas qu'il en soit victime. Ok, alors selon vous, quelle est votre analyse sur l'impact de ces événements, par exemple sur la scène sous-régionale, on va dire sur le continent africain, mais aussi sur le plan international par rapport à l'image de la Tunisie? Effectivement, la Tunisie a toujours joué ce rôle de médiateur, ce rôle de sage, malgré bien sûr l'étroitesse de son étendue territoriale, mais encore une fois, c'est Bonaparte qui disait que la grandeur d'un homme n'est pas liée à sa taille, mais liée à son destin. Exactement. Et donc la Tunisie a toujours eu ce destin de sage, de rassembleur, et quelque part s'inscrivant dans une neutralité. Aujourd'hui, on voit que cette dimension un peu autoritariste, la sortie de cette tradition diplomatique qu'avait imposée Feuilh Bourguiba, qui est effectivement le père fondateur de l'indépendance tunisienne, qui par ailleurs est avocat de formation. Donc aujourd'hui, s'il était vivant, pour voir un prix Nobel de la paix qui est le barreau des avocats de Tunisie victime d'une agression milicienne de par la technostructure sécuritaire tunisienne, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe. Donc aujourd'hui, effectivement, la Tunisie prend un coup par rapport à son image historique en battant de l'aile sur des initiatives qui sont peu réussies par rapport au fait par exemple, d'extraire le Maroc d'une initiative de revivifier l'Union du Maghreb arabe, ou bien son positionnement africain, ou bien ses relations historiques, par exemple, avec la France et l'Union européenne. Donc effectivement, il y a justement dans cette question de légitimité, nous pouvons constater, observer et même attester d'un manque quelque part de clairvoyance politique, d'où peut-être l'intérêt du parti politique qui fait émerger ces élites politiques qui peuvent nous gouverner au lieu justement de les remplacer par ces mouvements de circonstances qui peuvent émerger de ci, de là des différents mouvements sociaux. Karasouli, la direction qu'a prise le président Kais Saied
en suivant ce documentaire, pensez-vous qu'aujourd'hui, la Tunisie actuelle, avec le père fondateur de ce beau pays, qui est un pays laïque d'ailleurs, pensez-vous qu'un jour la Tunisie pourrait avoir une autre image par rapport à son existence actuelle? Tout à fait, parce que la Tunisie de Bourguiba, donc c'était un pays laïque, un pays, un modèle du Maghreb, donc, et un pays laïque, moderne. Même s'il a été accusé d'être dictateur aussi? Bourguiba, c'était le parti unique, hein, donc c'était à l'époque, c'était la tendance. Ouais. Et dans tous les pays d'Afrique, que ce soit Afrique noire ou le Maghreb, c'était des partis uniques. Donc, donc c'est pourquoi on le considérait comme un régime autoritaire, mais qui n'a absolument rien à voir avec ses successeurs. Hein. Ben Ali, qui avait installé un régime particulièrement rude, hein, dur, très très dur, et dictatorial. Et les Tunisiens croyaient qu'ils se sont débarrassés définitivement de cette dictature et qu'une ère nouvelle sera installée dans le pays. Mais hélas, ils ont déchanté assez rapidement parce que le président actuel, même malgré son âge et puis aussi son parcours, parce que rappelons-le qu'il est professeur d'université. Tout à fait. Et donc normalement, un intellectuel qui doit quand même connaître la société tunisienne et puis aussi et une ouverture sur le monde d'ailleurs. Justement, mais ce n'est pas le cas. C'est une véritable reprise en main donc une dérive aujourd'hui qui n'épargne personne. Malheureusement, donc aujourd'hui, même les avocats sont inquiétés, alors que les avocats qui sont censés défendre des politiciens inquiétés et eux-mêmes sont aujourd'hui inquiétés. Maître, comment expliquez-vous cette régression, surtout par rapport au domaine de la liberté d'expression dans ce pays? Un pays qui était vraiment prospère d'ailleurs, comme l'a si bien dit, même si c'était un régime autoritaire. Aujourd'hui, cette régression, elle s'inquiète. Malheureusement, on constate qu'il y a un hermétisme à la critique venant d'un intellectuel. C'est effectivement quelque chose de très bizarre, dans le sens où un professeur universitaire de droit constitutionnel de surcroît devrait être complètement apte à absorber la critique, quelle que soit sa forme d'expression. Mais de là à ce qu'il parte vers la création d'un décret, le fameux décret numéro 54, où il va créer une ambiance normative par rapport justement à ce qu'il appelle la rumeur, à ce qu'il appelle la fake news, etc., pour pouvoir l'opposer à toute expression libre. Et aujourd'hui, nous le voyons à travers les arrestations et la destruction du siège du barreau de Tunisie, qui, je le rappelle, fait partie du quartet qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Maintenant, il y a une levée de bouclier de la part des robes noires à l'échelle internationale. Nous avons eu le communiqué commun de l'Union internationale des avocats, de l'ABA, du Conseil national des barreaux français, de l'Association des barreaux du Maroc. Donc il y a une solidarité interprofessionnelle et interbarreaux qui aujourd'hui s'organise au niveau mondial et international, qui porte bien évidemment atteinte à un pays dont le père fondateur, je le rappelle, est encore une fois est un avocat de profession. C'est quelque part assez honteux à ce que l'échec en matière de développement puisse se traduire, ou le manque d'issue, ou le manque de perspective en matière de croissance et de développement économique puisse se traduire par une espèce de névrose qui impacte le peuple tunisien, aussi bien les hommes politiques dont une cinquantaine sont en prison, les hommes de l'art, les hommes de culture et aujourd'hui les avocats. Je pense qu'il devrait y avoir une sortie de cette crise. À chaque fois qu'il y a des régimes autoritaires ou semi-autoritaires qui sont en face de crises économiques, eh bien, ils créent cette ambiance d'ennemis extérieurs et cette ambiance d'ailleurs toutes les griefs, tous les griefs ou tous les chefs d'inculpation qu'on oppose à ces porteurs de conscience sont liés à une atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Qu'est-ce qu'une atteinte à la sécurité intérieure de l'État en termes de définition, en termes de philosophie? Bon, bien évidemment, c'est une notion assez élastique pour pouvoir la mettre sous le gré et le plaisir de l'arbitraire. La Tunisie fait partie, la Tunisie ne vit pas dans un no man's land, bien entendu.
la Tunisie fait partie de certaines organisations régionales et internationales. Comment expliquez-vous le silence, par exemple, de l'Union africaine? Nous allons y revenir par rapport au cas des migrants, mais est-ce que vous pensez que la Tunisie aujourd'hui, la démocratie en Tunisie, est-elle réellement bafouée? Et comment le président Saïd réussit à convaincre les Tunisiens à suivre sa politique aussi dure, on va dire, vis-à-vis de certaines classes, de certains corps, tels que les avocats, les journalistes? Alors, je ne sais pas si Kais Saïd, aujourd'hui, qu'il y a des élections en octobre prochain, réussit à convaincre la rue. C'est pas parce qu'il a pu organiser une contre-manifestation, on a vu quelques centaines défiler pour scander son nom dans les grandes artères de Tunis, que cela est indicateur de légitimité populaire. Moi, je crois en l'urne, en une urne protégée, bien évidemment, par des observateurs. Je crois à moindre mesure au sondage, mais à la manifestation de force dans l'espace public, cela n'est pas forcément indicateur de la réelle légitimité du chef de l'État. Alors, comment faire pour faire reculer la politique de ce président afin de retrouver la Tunisie d'antan? Scarasoli. Oui, donc c'est les élections qui arrivent. De toute façon, c'est le peuple qui doit exprimer son sentiment vis-à-vis de ce régime. Si le peuple accepte ce régime, eh bien, il va le reconduire. Si le peuple ne l'accepte pas, eh bien, il va tout simplement le balayer, à condition que les élections se déroulent dans des meilleures conditions, comme on dit. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que la Tunisie était le précurseur de ce que les médias internationaux appelaient le printemps arabe. Vous voyez, ça a commencé en Tunisie. Donc, c'était un vent qui avait soufflé dans beaucoup de pays du monde. Tout à fait. Et qui avait renversé beaucoup de régimes. En effet, comme en Égypte, en Égypte, en Libye. Et donc ça s'est terminé, ça s'est cassé la gueule un peu en Syrie. Hein, bon. Mais ça a causé beaucoup de morts. Donc, je crois que, à commencer par la Tunisie même. Donc, je crois que normalement. Aujourd'hui, il n'y a pas eu des acquis en tant que tel par rapport à cette. Ça ne doit pas se passer comme ça. Surtout pour les Tunisiens qui avaient commencé cette révolution et qui en avaient payé en leur tribut, comme on dit. Et aujourd'hui, croyant avoir maintenant gagné et installé complètement une démocratie dans leur pays, et en faisant confiance à quelqu'un qui est âgé, en disant celui-là il sera sage. Voilà, c'est un sage qui va, un intellectuel, donc qui va installer la démocratie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, comme il l'a dit Maître, eh bien, il est allergique à la critique et il arrête à tort et à travers. Donc aujourd'hui, on peut qualifier, comme tu le dis, une véritable régression des libertés fondamentales en Tunisie. Maître, le printemps arabe, comme le disait M. Karassoli, la Tunisie fut le précurseur de ce mouvement, suivi par d'autres. Comment ne pas avoir des acquis et consolider ces acquis-là pendant ce temps? Qu'est-ce qui a fait que ça a dû flancher? Effectivement, la Tunisie a été porteuse d'un très très grand espoir, aussi bien au monde arabe que dans plusieurs parties dans le monde, mais malheureusement, cette révolution le printemps arabe a vite tourné en automne arabe, et donc il y a eu une contre-offensive, contre-révolutionnaire contre justement la Tunisie. La Tunisie a vécu un blocus sans décret, hein, un blocus réel, surtout de la part de l'environnement du monde arabe, où aucun dinar, pour emprunter la monnaie locale, aucun dinar n'est tombé en matière d'investissement, en matière d'aide au développement, en matière de subvention de matières premières pendant une bonne décennie. Et cela a bien sûr impacté l'économie tunisienne. Donc il y a eu une recherche quelque part politique et identitaire jusqu'à, comme a dit le collègue, à ce que les Tunisiens veuillent trouver une figure patriarcale, intellectuelle, probe, parce qu'effectivement Kais Saïd n'est pas un homme corrompu. Il peut parfois avoir des tournures autoritaires et à la limite psychologiques, parce qu'on est aussi sur le registre psychologique, mais ce n'est pas
un revenant du régime de Ben Ali qui était reconnu comme un régime comme Ben Ali, absolument que le régime de Ben Ali. Donc les Tunisiens lui ont fait confiance, mais ils lui ont fait confiance sans qu'il y ait justement ce garde-fou. Donc pensez que les Tunisiens ont été trahis en fait. Les Tunisiens, la révolution tunisienne a été trahie. Ah oui. C'est-à-dire l'idée même, la philosophie même de la révolution tunisienne a quelque part été trahie de par cette tournure complètement dictatoriale et même milicienne. Là, nous sommes dans des images qui nous renvoient à l'Amérique latine des années 70, ce qui est un peu terrible. Avant, peut-être que le régime de Ben Ali fonctionnait de la même manière, sauf qu'on n'avait pas d'image. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est une dictature que nous sommes en train de voir agir sur le terrain. Donc oui, effectivement, les Tunisiens ont choisi une figure patriarcale, mais cette figure patriarcale n'a pas de parti politique, justement, qui pourrait éventuellement tenir les rênes de la responsabilité politique d'un chef d'État, d'où effectivement la question de la légitimité qui se pose. Concrètement, au vu de ce petit reportage qui vient d'être projeté, quelle est la situation des avocats, des hommes de droit et des journalistes en Tunisie ? Là où nous parlons. Aujourd'hui, il y a procès inique sur procès inique. Il y a au nom d'un droit qui est complètement illégitime et d'un droit qui est complètement autoritariste, des procès comme ça de façade pour pouvoir persécuter toutes les bonnes consciences, dont les avocats. Bien sûr qu'il y a... Donc selon vous, la justice est instrumentalisée? Une partie de la justice, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, dans les manifestations des avocats en solidarité avec leurs confrères qui ont été incarcérés, dont la consoeur Sonia Medaoui, on a vu des magistrats défiler avec leurs collègues de la justice, que sont les avocats, pour soutenir effectivement le mouvement des avocats. Bien sûr que la justice tunisienne a ses travers, mais c'est aussi une institution qui connaît des hommes et des femmes qui portent des valeurs d'indépendance et donc de droits de l'homme et qui a aussi participé à l'élan et à la philosophie révolutionnaire en 2011, bien évidemment. Donc aujourd'hui, la situation du rapport entre l'autorité et l'État et les anti-pouvoirs que peuvent représenter les journalistes, les avocats, les professeurs universitaires, les magistrats, tous ces corps indépendants qui justement sont la conscience d'une nation, est bien évidemment aujourd'hui compromis. Et donc les Tunisiens qui ont été capables de l'indépendance et qui ont été capables du printemps arabe doivent certainement être capables demain et surtout en octobre justement de réviser encore une fois le tir, parce qu'une révolution ne prend pas le rail du jour au lendemain comme ce qu'a vécu la Révolution française. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'une révolution prend le rail du développement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, la Tunisie se cherche, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un arrière-plan idéal de la philosophie révolutionnaire qu'a connue le printemps arabe. Aujourd'hui, Kais Saïed est en train de s'en éloigner d'une manière extrêmement radicale. Espérons que le peuple tunisien, et surtout ses contre-pouvoirs et ses porteurs de conscience, puissent rectifier le tir. Nous arrivons pratiquement au terme de cette première partie. Kara Soli, la captation du quatrième pouvoir, qui est le média, en Tunisie, comment s'en défaire? Eh bien, concrètement. Voilà. Justement, donc s'il s'en prend aux avocats, je crois que les journalistes qui doivent parler de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui sont aussi réprimés comme les autres. Donc je crois que c'est un peu une fuite en avant du gouvernement tunisien, c'est-à-dire faute de répondre aux aspirations du peuple tunisien en matière économique et sociale, c'est-à-dire créer des emplois et donner du travail aux jeunes. Et on s'en prend à des Voilà, donc on essaie de détourner la situation et puis de s'en prendre aux corporations pour détourner l'attention des Tunisiens. Mais est-ce que je voulais savoir, peut-être qu'on va voir ça en deuxième partie, c'est l'opinion internationale, en quelque sorte, voilà, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils se comportent vis-à-vis de ce régime. Exactement, la question vient d'être posée, comment les organisations internationales, sous-régionales et continentales se comportent vis-à-vis du gouvernement de Kais Saïed. Donc ce gouvernement aujourd'hui qui nous amène à aller sur le terrain pour parler des cas, des situations d'ailleurs des migrants dans ce pays, en attendant après une pause publicitaire.
Mesdames et messieurs, nous revoilà pour la deuxième partie de ce débat concernant la Tunisie, la régression des libertés fondamentales dans ce pays, ce qui nous emmène aujourd'hui à parler des situations ou de la situation des migrants dans ce pays qui aimeraient bien transiter par là pour rejoindre l'Europe et ce qui nous amène à aller sur le terrain avec ce petit reportage. احنا بلادنا احتلها واحنا ما فكروش فينا، احتلتها الافارقه واحنا ما نحبوش ما يحتلونا. مش تونس بركه لازمها تتحمل الوضعيه اللي احنا فيها، لهنا الامم المتحده لازمها تدخل. الفلو اللي داخل من الحدود نتاعنا فلو كبير برشا، يلزم جميع القوى العالميه تتحد. Karasoli? Oui. Alors, voilà un reportage parlant des manifestants dans la rue, dans les grandes avenues tunisiennes pour demander l'expulsion des Africains subsahariens. Oui, alors donc, c'est une manifestation apparemment organisée, orchestrée même par le pouvoir, parce que quand on voit les slogans, quand on entend les slogans, quand on voit le comportement des gens, c'est que c'est une manifestation orchestrée par le pouvoir, parce que quand il y a eu cette répression sur les migrants, les pauvres migrants, eh bien, ça a ému la communauté internationale, bien évidemment. Donc, il faut que le pouvoir riposte par des manifestations pour montrer à l'opinion internationale que les Tunisiens sont derrière leur régime, en quelque sorte. Donc, je crois que c'est l'objectif de cette manifestation. Et donc, aujourd'hui, même les organisations internationales des droits de l'homme s'inquiètent de ce qui se passe en Tunisie en matière de l'immigration, surtout des migrants, parce que ce ne sont que des passants. Eux, ils passent par la Tunisie. Hein. Ils ne sont pas venus, ils n'ont pas vocation à immigrer en Tunisie, à venir s'installer là-bas. Et ce sont ceux qui veulent aller en Europe, c'est-à-dire principalement en Libye, excusez-moi, en Italie, pardon. Italie, ouais. Voilà, en Italie et en Espagne. Donc, la Tunisie est en point de passage, tout simplement. Mais bon, comme dans un pays autoritaire, du coup, le pouvoir essaie de trouver des boucs émissaires pour mobiliser son opinion et sa base. Donc c'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi le 11 mai dernier, donc le HCDH, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, s'inquiète des discours haineux et xénophobes et des actes de violence visant les migrants en Tunisie. Donc c'est le début 2024. Donc c'est malheureux pour un pays africain aujourd'hui, alors qu'on parle de solidarité, on parle d'union en Afrique et que la Tunisie aujourd'hui montre un autre visage. Mais je crois que l'opinion comprend très bien. On sait que ce n'est pas les Tunisiens, ce n'est pas la population tunisienne qui est une population accueillante. Donc, vous pensez que ceux qui sont là sont des marionnettes, qui sont manipulés? Ce sont des militants. Oui. On peut même appeler ça des militants de ce parti. Ils les mobilisent pour pouvoir manifester. S'ils les mobilisent aujourd'hui pour dire qu'il faut arrêter d'autres personnes, ils vont se mobiliser. Ce sont des militants, tout à fait. Alors, la Tunisie, Maître, a connu un changement. Donc, on y croyait vraiment. Alors, avec nos regards de journalistes, nous avons des remontées de ces pauvres migrants qui, effectivement, aimeraient transiter par la Tunisie, la Libye, et puis pour rejoindre les côtes italiennes, malheureusement, qui se trouvent dans des situations critiques, inhumaines. Vous, en tant qu'homme de droit, avocat,
quels sont les retours que vous avez du terrain par rapport à ces migrants dans ce pays? Il y a une règle quasi physique, hein, là où il y a la concentration des richesses, il y a la concentration des hommes. Donc il est normal qu'il y ait des flux migratoires vers la concentration des richesses. C'est tout à fait normal et je pense que les régimes étatiques et les autorités de régulation doivent accepter ces mouvements et non pas y répondre avec des mesures autoritaires. Ce qui se passe aujourd'hui, comme on a vu dans le reportage, c'est ce qu'on appelle une politique de diversion. De manière extrêmement claire. C'est un classique des régimes autoritaires. Quand on ne peut pas répondre à la dialectique entre le travail et le capital, eh bien on fait diversion vers les différents travailleurs entre migrants et autochtones. Alors, cela nous fait penser un peu à la politique de l'extrême droite française. Quand on entend le discours d'Éric Zemmour qui emmène toujours ces préoccupations sur les migrants, c'est toujours les migrants qui sont des... Voilà, Zemmour et même la famille Le Pen, hein, que ce soit le père ou la fille. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça? Mais c'est absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on essaye de maintenir l'équation d'exploitation telle qu'elle est. Et donc le problème, ce n'est plus l'exploitant, mais le problème, c'est le voisin ou ce travailleur qui, en fait, alors que c'est l'exploitant qui crée donc de l'emploi et qui pourra, grâce à ce travail, il crée donc de l'emploi. C'est un cercle vertueux et à travers cela, tout le monde peut avoir sa place. Mais justement, il y a un pouvoir politique et médiatique qui vient éventuellement faire diversion de cette réalité, de cette dialectique pour nous imposer une autre réalité complètement fausse entre les différentes communautés de travailleurs. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui depuis un moment en Tunisie pour justement pointer du doigt le flux migratoire subsaharien et comme l'a rappelé le collègue, n'est qu'un flux migratoire de passage. C'est-à-dire que la Tunisie, contrairement à un pays comme le Maroc, qui aujourd'hui est devenu un pays d'accueil, hein, où le flux migratoire subsaharien se dirige vers le Maroc et non pas va au Maroc pour traverser vers l'arc nord de la Méditerranée. Mais la Tunisie reste quand même un pays simplement de transit. Donc ce qui a été orchestré par le rassemblement de ces populations en parlant d'expulsion, en parlant de colonisation même. Quand on dit Tawtin, c'est la colonisation. C'est des mots très forts. Des mots très forts. Ce ne sont pas les 100 000 ou bien les 50 000 jeunes qui vont coloniser un pays alors qu'ils ne veulent pas y rester. Absolument. Et ce n'est pas ce type de population qui va emprunter une terminologie aussi forte d'un point de vue politique. Donc on sent qu'il y a une manipulation de ces populations pour justement créer une crise selon des termes bien précis pour occulter la vraie crise qui est celle de la crise économique, de la crise liée à la redistribution des ressources, surtout dans le sud tunisien qui est quand même frontalier à une zone assez dangereuse qui est le terrain libyen. Alors, vous avez parlé de la Libye, vous avez parlé du Maroc, nous allons parler de l'Algérie, ce Maghreb uni. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la Tunisie et les autres pays puissent avoir cette distanciation entre eux, au lieu d'être unis pour résoudre ce genre de problèmes, selon vous? Malheureusement, ce sont des héritages qui sont liés à la guerre froide entre les deux grands pôles du Maghreb, que sont le Maroc et son voisin algérien, et cela doit se traiter entre maghrébins, entre les sages maghrébins. Il y a des sages aussi bien en Algérie qu'au Maroc qui prônent le dialogue, qui prônent la discussion, parce que c'est le même peuple avec deux États. C'est même le même peuple avec trois États lorsqu'on compte la Tunisie. Aujourd'hui, malheureusement, avec ce professeur universitaire qui a pris le pouvoir en Tunisie, cette tradition diplomatique qu'avait instauré Feu Bourguiba, que de rester en distance avec tout ce qui serait négatif dans les relations maroco-algériennes, mais de promouvoir tout ce qui est positif entre ces deux dragons africains et de l'Union du Maghreb. Malheureusement, l'actuel président, je me permettrai quand même la qualification par incompétence diplomatique, quelque part, et ça,
ne pourra pas nous en vouloir vu qu'il n'est pas forcément rompu à l'exercice diplomatique, eh bien, il est sorti de manière extrêmement négative par rapport à cette tradition de neutralité qu'avait adoptée la Tunisie depuis son indépendance et s'est immiscé justement dans les divergences maroco-algériennes, ce qui n'est absolument pas dans l'intérêt ni de la Tunisie ni de la région, parce que les divergences entre le Maroc et l'Algérie, seuls le Maroc et l'Algérie peuvent éventuellement les résoudre. Tout à fait. Kara, oui. Cette distanciation entre les pays du Maghreb, alors que ces pays pourraient éventuellement s'entendre pour avoir ce Maghreb uni et résoudre ce genre de problème. Oui, justement. C'est le contraire que nous assistons aujourd'hui. Justement, c'est parce qu'au début, c'était une belle initiative de créer ce qu'ils appellent l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Donc, c'est-à-dire à l'image de l'Union européenne ou même, on peut même dire l'Union africaine, dont ces pays font partie. Mais c'est une belle initiative, mais cette initiative reste une coquille vide, c'est-à-dire il n'y a pas de marché commun, ni surtout encore, ce qu'ils ont réellement en commun, c'est la religion, l'islam. Donc à 95%. Mais sinon, le reste, il n'y a pas de diplomatie commune, il n'y a pas de marché commun, il n'y a pas même de rapprochement. Oui. Parce que comme il l'a dit, une ancienne dissension entre l'Algérie et le Maroc et sur le Sahara occidental, qui est encore d'actualité, et que donc cela a... si je puis m'exprimer ainsi, empoisonner les relations entre les deux nations. Et puis en même temps aussi, ça fait que... Répercussions sur les autres. Voilà, sur les autres pays. Et que chacun, il y a des pays qui sont restés relativement neutres, comme Bourguiba à l'époque. Mais aujourd'hui, donc, le président actuel a pris position. Et il y a aussi d'autres pays qui sont plus ou moins... selon les régimes d'un côté comme de l'autre, comme par exemple la Mauritanie, la Libye de Kadhafi, que le personnage est connu pour son tempérament. Et donc, du coup, l'Union du Maghreb uni n'a pas pu exceller comme il le souhaitait. Donc, du coup, il reste toujours encore des dissensions. C'est pourquoi s'il y a des crises comme ça, et la crise des migrants, ça touche tous ces pays-là. Ça touche l'Algérie, le Maroc, et la Tunisie, mais les autres l'ont mieux géré. Ils l'ont mieux géré parce que le Maroc a toujours été un pays ouvert, un pays d'accueil. Il y a beaucoup de pays n'ont pas besoin de visa pour aller au Maroc. Oui. Donc, et le Maroc accueille énormément d'étudiants subsahariens. Justement. Donc, et d'autres l'ont très mal géré, comme la Tunisie, qui le fait. Qui met en place une politique de xénophobie ou bien je ne sais pas. Justement. Donc, anti-subsaharienne. Justement. Et l'Algérie reste discret. Donc, du coup, quand le Maroc, quand la Tunisie se comporte ainsi, les autres se taisent. Ils ne disent rien. Ce que je voulais savoir avec l'avocat tout à l'heure, ma question, c'était donc l'Union, par exemple l'opinion internationale, l'Union européenne, les États-Unis, et quels sont leurs comportements vis-à-vis de ce régime. Comme vous le savez, il y a eu bien sûr des déclarations, notamment occidentales, surtout venant de la France et des États-Unis d'Amérique, disant qu'il y a quand même quelques régressions, l'Union européenne aussi, qu'il y a quelques régressions en matière de droits de l'homme en Tunisie. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères a été sommé par son président de convoquer les différents ambassadeurs sur place en poste à Tunis pour justement explication. Et cela, dans le langage diplomatique, est un prélude, une introduction à la rupture. Et donc il y a effectivement cette... Et puis le développement ou la progression de la propagande liée à l'ingérence de ces différentes puissances sur la politique générale en Tunisie. Mais il y a aussi l'ONG Human Rights Watch, qui est indépendante bien sûr des différents gouvernements, qui a mis en place son rapport relatif à la situation des droits humains, qui est un rapport très critique, avec bien sûr des mécanismes extrêmement scientifiques, comme elle a l'habitude de faire avec les autres ONG internationales. Et donc là le résultat est que c'est une situation critique. Aujourd'hui,
même si aujourd'hui je parle en mon nom, je suis membre du Bureau national de l'Association des barreaux du Maroc, nous avons sorti un communiqué qui dénonce la dérive autoritariste du régime tunisien, mais nous ne sommes pas seuls dans cette histoire. Il y a aussi les avocats français avec le Conseil national des barreaux, vous avez les avocats européens avec l'Association des barreaux européens qui a sorti un communiqué. Il y a des communiqués communs de ces différentes... Vous savez que le barreau de Paris, par exemple, est une communauté de 35 000 avocats. Ça veut dire, imaginez le nombre en France, le nombre en Allemagne, le nombre en Belgique, le nombre en Angleterre, en Espagne, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qui tous aujourd'hui sont en train de se solidariser à travers leurs instances ordinales, à travers leurs associations, à travers leurs barreaux, se solidariser avec leurs confrères en Tunisie, avec les bâtonniers en Tunisie, avec un prix Nobel de la paix qu'est le barreau de Tunisie, qui aujourd'hui est traité comme un sous-citoyen moral, hein, ce qui est inqualifiable de la part du régime tunisien que de traiter, même dans les pires moments de la dictature tunisienne sous les deux autoritarismes, l'autoritarisme éclairé, si on peut appeler ça comme ça, de feu Habib Bourguiba, qui est le père de la nation tunisienne, ou l'autoritarisme corrompu de Ben Ali, personne n'a osé toucher au barreau des avocats tunisiens. Personne n'a osé toucher au syndicat des travailleurs tunisiens qu'est le JTT. Aujourd'hui, nous sommes devant une dérive milicienne qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui explique que le président Caïd soit aussi fort, qu'il ne plie pas malgré vos plaidoyers, malgré vos actions, il n'arrive pas à faire machine arrière? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a, selon vous, y a-t-il une main étrangère qui le manage? Alors, une main étrangère, effectivement, c'est une très très bonne question. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon propos, la question légitime se pose. Est-ce que Kais Saïed aujourd'hui est aux commandes de cet autoritarisme, ou il n'en est que le comparse? C'est-à-dire que la question se pose, parce qu'on sait très très bien que parfois vous avez les états profonds, les mains invisibles des différents systèmes politiques. C'est ces mains invisibles-là qui dirigent vraiment d'une main de fer un pays, et que le président n'est que le front office, un peu le porte-parole savant, le porte-parole communicant de la réalité politique ou autoritaire d'un régime donné. Donc aujourd'hui, cette question mérite d'être posée pour qu'on sache qui est vraiment à la manœuvre. Est-ce que ce sont les sécuritaires, et donc Kais Saïed à Carthage trouve son confort et n'ose pas aller défendre l'esprit de la révolution de 2011 pourquoi il a été élu, ou bien c'est lui-même qui est à la manœuvre? Donc cette question est posée, et je pense que le bénéfice du doute, en tant qu'avocat, on croit bien sûr à la présomption d'innocence. Le bénéfice du doute a fait que les avocats tunisiens aujourd'hui, le barreau de Tunisie aujourd'hui, a demandé officiellement, malgré sa contestation, malgré sa dénonciation, malgré ses manifestations, a demandé aujourd'hui officiellement à ce que le président intervienne. C'est une perche qui a été tendue au président pour justement éclaircir ce point. Est-ce que le président est-il otage d'un système sécuritaire héritier du système de Ben Ali, ou bien est-il lui-même aux commandes d'une nouvelle philosophie policière, milicienne et autoritariste en Tunisie? Les intellectuels internationaux, surtout des deux rives de la Méditerranée, doivent répondre à cette question, vu que la Tunisie fait partie de notre espace commun, qui est l'espace afro-européen. Est-ce que vous croyez que l'implication des avocats de tous ces barreaux que vous venez de citer, leur implication, c'est parce que l'un des vôtres a été arrêté, ou bien c'est juste vous voulez aussi dénoncer le régime? Bien sûr que nous sommes je comprends parfaitement votre question. Voilà, nous sommes toujours vus et analysés sous l'œil du corporatisme. Effectivement, nous réagissons souvent par corporatisme. Mais là, vous remarquerez que ce n'est pas un corporatisme lié aux impôts, ou bien lié à quelque chose d'économique ou d'intéressé de la part des avocats, mais c'est lié à leur mission universelle, qu'est les droits de l'homme et l'état de droit. Nous ne pouvons pas traiter un quatrième pouvoir comme les médias,
ou un contre-pouvoir qui est partie prenante de la construction de la justice d'un pays, le traiter comme on traiterait des délinquants ou de vulgaires criminels, alors que le barreau des avocats de Tunisie est fondateur de la nation tunisienne. Cela a été rappelé en 2011, encore une fois, par un prix Nobel de la paix. On peut bien sûr critiquer ce prix, mais éventuellement, c'est une reconnaissance internationale. Et donc, quelque part, on ne peut pas le traiter de cette manière. Donc, nous, en tant que porteurs de conscience, en tant qu'avocats, nous avons l'alibi et le prétexte, à travers l'agression de l'une des plus belles maisons des avocats, qui est la maison des avocats de Tunisie, d'un point de vue, bien évidemment, symbolique et d'un point de vue de valeur, qui a été maltraité, nous avons trouvé le prétexte de réagir pour rappeler quel est notre rôle dans la construction des États de droit et notre rôle dans la construction de la démocratie. Que les robes noires descendent dans la rue, dans les pays, c'est très rare. On descend, quand la situation est grave. Vous savez, quand les États deviennent instables, parfois, ce sont les barreaux des avocats qui assurent la continuité. La Révolution française, c'était des avocats. La Révolution tunisienne, c'était des avocats. Dans d'autres pays, ce sont les barreaux des avocats qui, bien évidemment, sont à la manœuvre pour pouvoir... L'Afrique du Sud, l'abolition de l'apartheid, ça a été fait par des avocats. Nelson Mandela était un avocat. Donc les avocats sont cette espèce de jonction entre l'État et la société. Entre le pouvoir et la société. C'est un pouvoir d'influence qui mêle éventuellement, qui rassemble ces deux mondes pour construire la patrie, construire une nation. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes solidaires avec nos confrères de Tunisie pour que ce pays, non pas que les avocats, pour que ce pays redevienne ce qu'il est, c'est-à-dire un petit territoire avec un grand destin. Tout à fait. Karasouli, nous allons repartir un tout petit peu en arrière. Le président bissau-guinéen avait effectué un déplacement il y a de cela un an et demi, suite à la situation en Tunisie, donc en qualité de président de la CEDEAO. Pensez-vous que M. Embalo a été entendu, que son message a été entendu par le président Saïd Kaïd? Justement, parce que comme on a dit que les organisations régionales donc on s'inquiétait de leur silence, eh bien c'est vrai que la CEDEAO s'est déplacée en Tunisie à la personne de son président de l'époque, le président Embalo, pour exprimer son mécontentement dans un premier temps, mais une fois sur place, je ne sais pas s'il a été manipulé ou bien s'il a été envoûté, comme on dit, et dans un communiqué commun, il a déclaré que le régime tunisien est un régime qui va respecter le droit des migrants et qui va et que le calme va revenir. Bon, un calme apparent est là, mais le mal est déjà fait et qu'il y a un véritable fossé entre ces migrants qui ne sont que de passage, comme nous l'avons dit, et la population tunisienne. Mais il y a quand même en Tunisie, comme l'a indiqué Maître, c'est-à-dire des gens, des droits de l'homiste en Tunisie, des gens qui sont attachés aux droits de l'homme et qui n'approuvent pas du tout, mais pas du tout, le comportement du régime vis-à-vis de ces migrants. Maître, comment pallier à ces manquements aujourd'hui au niveau de la Tunisie? Est-ce que vous pensez que la politique de M. Kaïd Saïd pourrait être, d'ici quelques années ou bien les années à venir, après les élections, revue par les Tunisiens eux-mêmes, ou il faut une pression internationale pour que sa politique soit revue d'une manière radicale et retrouver la Tunisie d'entente, malgré ce qu'on a dit depuis une cinquantaine de minutes, l'autoritarisme que nous avons connu dans le passé? Aujourd'hui, il y a trois grands influents nouveaux. C'est un peu la tendance vers le souverainisme qui se mêle un peu avec une dose de populisme et qui permet aux populations éventuellement de pouvoir revendiquer leur propre modèle de développement. Donc on a vu que les pressions internationales étaient
plus en faveur des régimes autoritaires parce que justement ils arrivent grâce à ça à faire diversion en appelant, en mobilisant des thèmes justement de rassemblement ou des thèmes relatifs à cet ennemi extérieur qui permet justement de mettre en place des procès iniques relatifs aux atteintes à la sécurité intérieure ou bien parfois extérieure de l'État. Mais lorsqu'il y a révolution démocratique, indépendante de ces populations, des révolutions qui sont légitimes, des revendications qui sont légitimes, il est normal que dans le dialogue, que dans la paix, puissent s'opérer des transformations. Cela n'est pas, jusqu'à présent, il y a eu des procès iniques, il y a eu des entorses à l'état de droit, et aux droits de l'homme et à la démocratie. Il doit y avoir réparation. Soit par l'urne, soit par la pression des élites et de la population tunisienne pour qu'il y ait éventuellement un retour à la sagesse et une réforme des différentes lois. C'est une excellente constitution, mais bien évidemment, il y a un gap extrêmement puissant entre les principes constitutionnels et les pratiques constitutionnelles. Aujourd'hui, les pratiques constitutionnelles de M. Kais Saïed sont en totale contradiction avec les principes constitutionnels qu'a imposé la révolution tunisienne, et cette page de la pratique constitutionnelle doit absolument être revue par les élites tunisiennes aujourd'hui. Pour terminer, pensez-vous que la Tunisie ou le gouvernement de Saïd Kaïd doit être sanctionné par les organisations sous-régionales telles que l'Union africaine, tout court? L'Union africaine doit... qu'il fasse un peu, oui, bien sûr. Qu'il revoie un peu sa politique. La Tunisie, il y a des mécanismes relatifs à l'état de droit et aux droits humains au sein de l'Union africaine. Bien évidemment qu'ils doivent être interpellés par l'ensemble des entorses relatifs aux droits humains. Et d'ailleurs, entre parenthèses, des entorses aux droits humains peuvent aussi être vues de ci, de là, de pays qui sont en transition ou en évolution démocratique. Ce n'est pas... ça ne relève pas de la crise systémique profonde où nous sommes éventuellement dans une logique de drame. Aujourd'hui, si Kais Saïed est dans une approche plus ou moins névrotique par le fait qu'il est limité dans le développement dans son pays et il tente de faire de la diversion, ou bien qu'il soit otage d'un système sécuritaire plus puissant que lui, hérité de l'ancien régime, eh bien peut-être que justement ces organisations régionales ou continentales à laquelle appartient la Tunisie, que ce soit l'Union africaine ou la Ligue arabe, pourraient éventuellement intervenir, accompagner justement ce rapprochement des vues et cette sortie de crise. Votre point de vue là-dessus, en 30 secondes? En 30 secondes, eh bien, je peux dire que... Est-ce que l'Union africaine doit taper la main? Absolument, oui, que ça soit la Ligue arabe. Comme ça soit l'Union africaine, Ligue arabe ou Union européenne, je crois que ce qu'on voit en Tunisie actuellement, et on doit taper le poing sur la table pour dire au président tunisien actuel, stop, donc que la démocratie, ce n'est pas... C'est vrai que c'est une lutte perpétuelle, mais les Tunisiens n'ont pas fait leur révolution pour en arriver là, bien évidemment. Et surtout, donc je crois que aujourd'hui, votre objectif, c'est de faire libérer votre consoeur. Donc, qui est et à travers elle, rétablir l'état de droit en Tunisie. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes maître Omar Benjeloum, vous êtes docteur en droit international du développement de l'Université de Nice et vous intégrez l'école des avocats en France en 2007. Vous prêtez serment et vous inscrivez au barreau de Marseille en 2009, puis vous rejoignez le barreau de Rabat en 2010 et vous êtes élu membre du Conseil de l'ordre du barreau de Rabat et du bureau national de l'association des barreaux du Maroc depuis décembre 2020. Vous êtes sur le plateau en vos noms personnels, mais tout compte fait. Merci de l'avoir rappelé. Voilà, tout compte fait. En tout cas, le débat a été très, très enrichissant, Kara. Oui, effectivement. Donc, certainement, nous allons revenir certainement s'il y a d'autres actualités et par rapport à votre consoeur, et à qui nous souhaitons vraiment une liberté totale. Ouais. Là où elle est. Et puis, nous disons beaucoup de bonne chance déjà à tous les Tunisiens qui subissent et aussi aux subsahariens qui subissent des exactions, qui subissent la régression de ces droits fondamentaux dans ce pays. Nous vous disons merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci de nous avoir invités. Merci. Bravo pour votre émission merci beaucoup. Et le message universel qu'elle véhicule. Merci. Chers téléspectateurs, messieurs et dames, vous êtes un homme, une femme d'action, vous avez des idées, des projets et des réalisations, vous avez envie de les faire savoir. C'est ici, dans les locaux de Global Africa Télé Sud et dans l'émission À vous de convaincre,
dont vous venez nous convaincre. Je vous remercie, Kara Soli, et à très bientôt pour un prochain numéro. Merci, et nous remercions également Romain Clicquot-Domingue qui pilote depuis la direction technique. Merci.